Ils l'appelaient la plaie silencieuse, une étendue d'espace noir plus profonde que l'ombre, cousue entre des étoiles effondrées et des signaux éteints. Les cartes la montraient comme un vide marqué de rouge. Aucune voie de saut ne la traversait. Aucune sonde n'en revenait. Aucune civilisation ne s'en était réclamée. On aurait presque dit qu'elle n'était pas réelle, jusqu'à ce que quelque chose y apparaisse. Pas n'importe quoi. Un vaisseau humain. La nouvelle se répandit comme du sang. D'abord des fragments, des images subspatiales déformées, des paquets de données brouillés, des murmures parmi des traders marginaux qui savaient se taire. Puis les échos des capteurs, captés sur 6 secteurs, confirmés par 3 espèces différentes. L'objet n'avait pas bougé. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été là, attendant que quelqu'un le remarque. Mais voici ce qui a mis tout le monde sur les nerfs. L'humanité avait disparu il y a près de 300 ans. Les humains n'ont jamais officiellement déclaré la guerre. Ils ne se sont pas rendus non plus. Après des siècles de bruit, d'expansion et de conflits, ils ont tout simplement cessé de répondre. Toutes les stations ont été coupées. Plus de vaisseaux, plus de messages, plus de technologies récupérables. Pas même un appel de détresse. C'était comme si quelqu'un les avait effacés. La plupart croyaient s'être autodétruits. Quelques-uns croyaient que quelque chose de pire les avait d'abord atteints. Alors, lorsqu'un vaisseau à l'architecture de coque indéniablement terrienne apparut au cœur de cette blessure silencieuse, la galaxie ne discuta pas de sa signification. Ils se demandèrent même si c'était possible. Ils se sont disputés pour savoir si c'était possible. J'étais assis dans un bar en orbite basse, près de l'Arle-en-French, quand j'ai entendu l'histoire d'un ancien pilote qui n'avait pas volé depuis des années. Il avait bu 3 verres dans un brouillard de vin rouge, fixant les étoiles avec la peur que seuls les vieux soldats éprouvent. « Ils sont de retour », a-t-il murmuré à voix basse. Je n'ai pas bronché. J'avais grandi en entendant parler de la Terre, de Sol, de l'ascension et du déclin de l'espèce terrienne. Mon grand-père avait combattu lors des guerres du silence des escarmouches déclenchées par des rumeurs selon lesquelles un fragment d'humanité avait survécu au-delà de la ligne Helix. Mais chaque fois que nous approchions d'une preuve, elle nous filait entre les mains comme de la fumée. Alors, j'ai regardé le vieil homme et lui ai demandé ce qui le rendait si sûr de lui. Il désigna simplement l'hologramme au centre du bar. Il diffusait en boucle des images granuleuses et parasites prises par le télescope à longue portée pavillon. L'espace noir, le vide, puis un scintillement, un long scintillement froid, comme une chaleur s'élevant de l'asphalte. Puis une silhouette, angulaire, prédatrice, indéniablement humaine. Mais voici ce qui m'a glacé. Le vaisseau ne transmettait pas, ne bougeait pas, n'émettait pas la moindre signature énergétique. Il restait là, comme s'il n'était pas soumis aux mêmes règles que nous, comme s'il nous mettait au défi de regarder de plus près. Et nous l'avons fait. Dans les jours qui suivirent, tous les principaux conseils, du Varn fédéré à l'Assemblée de la Lame de Kryn, en passant par les vestiges dispersés du pacte d'Orion, envoyèrent des unités de reconnaissance, pas des vaisseaux de guerre, pas des diplomates, juste des yeux. Mais toutes celles qui s'approchèrent à moins de 10 parsecs de la blessure silencieuse devinrent silencieuses ou revinrent brisées. Un éclaireur Varn retourna en boitant. L'espace connu était alimenté en électricité de secours, son équipage à moitié mort à cause d'un retour neuronal. Il rapportait entendre des voix humaines, jurait-il, chuchotant depuis tous les ponts, malgré les communications coupées. Et à l'intérieur des débris de leur réseau de capteurs, gravée dans le blindage avec une précision impossible, se trouvait une phrase en anglais d'avant l'effondrement. « Nous ne sommes jamais partis ». Après cela, la situation devint politique. Certaines espèces affirmèrent qu'il s'agissait d'une ruse, d'une illusion élaborée destinée à susciter la peur. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'un écho, d'un artefact de dilatation temporelle et spatiale profonde. Les Krins accusèrent les Varns de l'avoir fabriqué pour faire pression. Les Varns accusèrent les Krins de cacher des reliques humaines. Et sous tout cela se cachait une chose qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Ils avaient peur. Car si c'était réel, si l'humanité était revenue, alors chaque traité, chaque frontière, chaque loi établie en leur absence ne signifiait rien. L'humanité ne respectait pas les règles de la galaxie. Elle ne l'avait jamais fait. Elle ne le ferait jamais. Et maintenant, elle pourrait revenir, sans demander la permission, sans déclarer la paix. Juste là, la galaxie ne cessait de se disputer. Salle du Conseil,
Bastions militaires, colonies extérieures, tout était illuminé par les théories, les dénégations et une panique silencieuse. Mais au-delà des postures, je voyais le vrai problème. Personne ne pouvait y toucher. Le vaisseau humain, si c'était bien cela, n'avait toujours pas bougé, pas même d'une fraction de degré. Il n'envoyait aucun signal. Il ne répondait à aucun des protocoles codés de la diplomatie galactique moderne. Il restait là, dans la blessure silencieuse, comme une blessure elle-même, intacte, non cicatrisée, purule dans un endroit que la galaxie tentait d'oublier. J'observais depuis la ligne de touche, mais pas longtemps. Je m'appelle Ren, mes noms de famille étaient enfouis sous des archives confidentielles, perdus dans un registre poussiéreux après avoir quitté mon contrat, il y a 10 ans. J'étais technicien en armement sur un destroyer Kryn, et j'ai servi durant la fin des escarmouches d'Orion, lorsque des factions d'IA rebelles ont ressuscité de vieux algorithmes humains pour construire des flottes autoréplicatives. Nous avons abattu ces machines avec acharnement, et nous pensions que c'était la fin du fantôme de l'humanité. Mais je me suis souvenu d'une chose que personne d'autre ne semblait oublier. Les humains ne se sont pas tus parce qu'ils avaient perdu, ils se sont tus parce qu'ils l'ont choisi. Alors, quand la première guilde de reconnaissance indépendante a commencé à constituer des équipes pour s'approcher de l'objet, j'ai tout vendu et acheté une place sur le Vandal, un vaisseau de reconnaissance à longue portée dirigé par un équipage d'anciens mercenaires et d'hommes désespérés, qui ne posaient aucune question. Nous étions 6. Moi, 2 anciens pilotes de la Fédération, un navigateur à moitié aveugle qui prétendait avoir vu la Terre une fois dans sa jeunesse, et un ancien prêtre reconverti en charognard xénotechnologique. Le 6e homme ne parlait pas. Il était assis dans un coin du vaisseau, un long fusil en bandoulière et des yeux qui en avaient trop vu. Pas de nom, pas de contrat, juste une promesse de paiement. Si nous obtenions un scan, ne serait-ce qu'une seule lecture confirmée, nous serions assez riches pour disparaître dans le système de notre choix. Mais personne ne disait ce que nous savions déjà. Nous ne reviendrions probablement pas. Le Vandal n'était pas conçu pour la furtivité, mais nous sommes restés discrets. Nous avons éteint tous les systèmes actifs. Nous avons dépassé le bord extérieur de la plaie silencieuse avec seulement nos propulseurs de secours et nos batteries passives. Plus nous nous approchions, plus le froid se faisait sentir. Non pas en température, mais en présence. Comme si l'espace lui-même se rétrécissait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ça semblait anormal. Ni brisé, ni hostile. Juste anormal. Comme si on était dans la bouche de quelqu'un qui n'avait pas encore décidé s'il allait mâcher. La première vraie vision est arrivée 40 heures plus tard. Le prêtre, Orlin, je crois qu'il s'appelait, observait le noir lorsqu'il murmura « Là, personne ne dit mot ». Nous nous sommes tous entassés dans le cockpit, les yeux rivés sur l'écran, clignant des yeux 2 fois pour être sûr de ne rien voir. Il était là. Le vaisseau flottait juste au-dessus de la ligne sombre d'un champ d'étoiles effondré. Sa silhouette ne correspondait à aucune classe terrienne connue, pas même aux anciennes que nous avions étudiées dans les archives de guerre. Elle était à la fois nette et lisse, comme de l'obsidienne modelée par la pression et la haine. Il n'avait ni moteur visible, ni sabord d'armes, ni rayon virgule. Juste une longue épine dorsale en forme de croissant, avec une bouche déchiquetée à l'avant, comme un prédateur toujours sur le point de mordre. Il ne bougeait pas, mais il savait que nous étions là. Le navigateur aveugle recula en marmonnant quelque chose dans un vieux dialecte que je ne reconnus pas. Le silence s'épaissit. Non seulement celui des sons, mais aussi celui des pensées, des respirations, de l'existence. Je n'entendais même plus le bourdonnement du vaisseau. C'était comme si le Vandal avait cessé d'exister dès l'instant où nous avions aperçu le vaisseau terrien. « Je n'aime pas ça », murmura l'un des pilotes. « Je n'aime pas ça du tout. »« Prends une lecture », ordonnai-je. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Trop tendue, trop plate. Quelque chose n'importe quoi. L'officier scanné déclencha une impulsion passive. Un simple murmure à travers la coque. Nous attendîmes. Rien. Puis les lumières clignotèrent. Une fois, puis les écrans devinrent noirs. Puis le vaisseau parla. Pas le nôtre. L'autre, il n'y eut aucun son. Aucune fréquence, juste une pulsation dans le crâne. Une pensée plantée comme un poignard derrière les yeux. Vous ne nous avez jamais cherchés. Je tombai en arrière, les mains aux tempes. Tout le monde le fit. Ce n'était pas de la douleur, rien de ce que j'avais ressenti auparavant. C'était du remords. Pas le mien, le leur. Un remords humain, comme une plaie ouverte après des siècles de croûte. Qu'est-ce que c'était que ça?
L'un des pilotes haleta. Orlin tremblait. Des larmes coulaient sur son visage, et il ne clignait pas des yeux. « C'est eux, murmura-t-il. Ils étaient toujours là. On a arrêté de chercher. Je les croyais morts, dis-je. Non, dit Orlin. Ils nous ont juste regardé les oublier. Non, dit Orlin. Ils nous ont juste regardé les oublier. Les lumières se sont rallumées. Le noir est redevenu la lumière des étoiles. Le vaisseau est resté, inchangé. Mais quelque chose avait changé maintenant. Le sixième homme, le silencieux, se leva pour la première fois depuis le lancement. Il s'approcha du hublot et le fixa un long moment. Puis il parla. Il nous avait prévenus. Ce fut la seule chose qu'il dit. Il se rassit et ne dit plus rien. Nous essayâmes de partir. Au moment où nos moteurs démarrèrent, les alarmes de proximité hurlèrent puis s'éteignirent. Un champ de distorsion s'est développé autour du vaisseau terrien, déformant la réalité comme un mirage de chaleur dans l'espace. Puis nous ne l'avons plus regardé. Nous étions à l'intérieur. Pas physiquement. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Une seconde, nous fixions la chose à quelques kilomètres de distance. L'instant d'après, nous en faisions partie. Le vaisseau était autour de nous, à travers nous, en nous. Ténèbres et lumière, souvenirs et métal. J'ai vu des villes brûler et renaître, des enfants jouer sous un ciel brisé, des soldats hurler dans des tranchées éclairées par les étoiles. Et au centre de tout cela, l'image de la Terre, creuse et froide, tournoyant seule dans un système vide. Et puis je les ai vus. Des humains. Mais ils n'étaient pas comme les archives. Ils étaient plus grands, plus perçants. Leurs yeux brillaient d'un bleu pâle, comme si quelque chose en eux avait remplacé le sang et les os par quelque chose de plus ancien. Ils ne parlaient pas, mais je comprenais ce qu'ils disaient. Vous avez choisi de nous oublier. Nous avons choisi d'évoluer. Puis la vision s'est brisée. Nous étions de retour dans notre vaisseau. Les lumières du cockpit vacillèrent. Les systèmes étaient de nouveau opérationnels. Le temps ne s'était pas écoulé, mais le vaisseau terrien avait disparu. Disparu. Plus de signature de distorsion, plus de traînée d'énergie, juste l'espace noir et une sensation d'absence si forte que j'en avais l'estomac noué. Nous avons sauté immédiatement, brûlant du carburant comme si nous étions poursuivis par les dieux eux-mêmes. Personne n'a parlé pendant tout le voyage de retour. De retour aux confins de l'espace civilisé, nous avons envoyé les journaux de données, les scans, les enregistrements audio, mais la plupart étaient corrompus, buggés, comme si le vaisseau refusait d'être mémorisé. 2 jours plus tard, le Vandal était saisi, l'équipage avait disparu. Les agents du gouvernement prétendaient que nous étions victimes d'hallucinations, dépression due au stress, folie spatiale. Aucune observation de ce genre n'a eu lieu. Fin de l'histoire. Mais je suis toujours là, et je me souviens. Ce vaisseau n'était pas seulement humain, c'était la preuve qu'il n'était jamais mort, la preuve qu'il nous observait. Et maintenant, la galaxie tente d'enterrer la vérité une fois de plus. Mais je ne vais pas le laisser faire. Car voilà ce que personne ne comprend. Si les humains ont évolué au-delà de la mort, de la politique et de la peur, alors ce qui nous attend n'est pas une guerre, mais un jugement. Ils nous ont ensevelis sous le silence. Après notre retour, le Vandal a été mis en fourrière en vertu de la section noire, un protocole censé être réservé aux menaces biologiques de haut niveau. Nos journaux de bord ont été saisis, le navire mis en quarantaine, les membres d'équipage ont disparu. Je sais ce que ça signifie. J'ai travaillé assez longtemps dans les opérations pour reconnaître le schéma. Certains ont probablement été achetés, d'autres menacés, le silencieux. Il n'a même pas atteint la salle de débriefing. 1 minute, il était sur l'aire d'atterrissage et la suivante, disparu. Pas de témoins, pas de traces. J'ai à peine réussi à m'en sortir. Si je respire encore, c'est uniquement parce que j'avais un levier, une copie de sauvegarde corrompue de nos journaux d'analyse, cachée au fond d'un fichier poubelle sur un drone emprunté. Personne n'y a prêté attention. Je l'ai récupéré pendant que les autres dormaient et je l'ai conservé sur un lecteur neuronal intégré au métal de mon épaule. Je l'ai gravé dans ma peau, un vieux truc de guerre. Mais c'était ce que je ressentais plus que ce que j'avais, qui me tenait éveillé. Quelque chose avait changé, là, bas. C'est difficile à expliquer. Mais les autres devaient le sentir aussi. Une présence. Pas malveillante, pas exactement, mais immense, froide, observatrice. Depuis notre retour, je ne pouvais dormir sans entendre la voix du vide. Tu ne nous as jamais cherchés.
Cette voix n'était pas seulement humaine, elle était au-delà de l'humain. Comme si l'humanité était devenue quelque chose de brut, dépouillé d'ego, de compromis, juste de survie, de savoir. Elle ne demandait pas à être rappelée, elle l'exigeait. 2 semaines passèrent. Je me déplaçais tel un fantôme dans les niveaux inférieurs de la station Telos Prime, évitant les caméras, brûlant mes cartes d'identité après chaque repas. Des rumeurs commencèrent à circuler. La version officielle? Nous étions des contrebandiers entrés dans un espace interdit et ayant perdu la raison. Les rumeurs officieuses? Un vaisseau terrien a de nouveau été repéré, cette fois près du bord de Delta. Les satellites capteurs s'éteignent. Une station au bord de la blessure, abandonnée du jour au lendemain. Pas une goutte de sang, juste disparue. Il voyait des schémas, mais faisait semblant de ne rien voir. C'est ainsi que fonctionne la peur dans l'espace civilisé. Les gens ne crient pas quand ils sont terrifiés. Ils baissent la voix. Ils arrêtent de poser des questions. Ils prient pour que s'ils restent silencieux assez longtemps, ce qui existe dehors s'en aille. Mais je ne pouvais plus me taire. Il fallait que je sache ce qui s'était passé. Ce qu'était vraiment ce vaisseau. Pourquoi il nous l'avait laissé voir? Pourquoi il avait parlé? Alors j'ai fait une bêtise. Je suis allé aux archives. Les archives du noyau galactique sont enfouies sous Savalo 4, entourées d'1 millier de bureaucrates et d'1 million de réglementations. C'est là que le savoir meurt sous une bureaucratie pesante. Mais au cœur des sections restreintes, sous les journaux de guerre et les scans de traités, se trouve une salle appelée Archive 17B, aussi appelée le sol poussière. La plupart des gens ne croient même pas à son existence, mais mon père y a travaillé avant de sombrer dans l'ivresse. Il m'a laissé une clé. J'ai profité de toutes les faveurs que j'avais et j'ai participé à une opération de ratissage diplomatique, me faisant passer pour un agent de sécurité. Un jour d'accès, une seule chance. Je ne l'ai pas gâché. Les archives 17B étaient plus sombres que prévu, pas poussiéreuses, vides, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Pas de caméra, pas d'assistance IA, juste des bobines analogiques, des vitres de texte anciennes et des modules d'isolation poussiéreux conçus pour l'analyse des enregistrements neurologiques. Je l'ai trouvé dans le 3e rayon, un disque délavé intitulé « Événements d'incursion terrienne, protocole du dernier contact, 010 nul ». Ce n'était pas un dossier militaire, ni diplomatique non plus. C'était marqué comme un avertissement, un récit de première main enregistré par une IA devenue incontrôlable et ayant dû être démantelée. Son dernier rapport s'intitulait « Dépression psychotique ». Mais ce qu'il décrivait me donnait la chair de poule. Il racontait l'histoire d'un vaisseau, anonyme, non classifié, qui avait capté un signal humain près de la blessure il y a plus de 150 ans. L'équipage est allé enquêter. Ce qu'ils trouvèrent n'était ni une épave, ni un survivant. C'était un écho. L'IA affirmait que le temps ne fonctionnait pas normalement autour du signal terrien. Plus ils s'approchaient, plus les boucles mémorielles s'effondraient. L'équipage oubliait qui ils étaient. La réalité se dénouait dans le journal de bord du vaisseau. Lorsque l'IA tenta de les extraire, 12 heures s'étaient écoulées dans l'espace réel. Mais à l'intérieur du vaisseau, l'équipage était prisonnier depuis des siècles. Certains avaient vécu des vies entières dans le champ mental du vaisseau. Certains y étaient morts. Seule l'IA était revenue. Elle avait été dépouillée, interrogée, déclarée instable et éliminée. Mais sa dernière ligne m'est restée en mémoire. L'esprit terrien n'est plus linéaire. C'est la mémoire. C'est la culpabilité. C'est le temps. C'est la colère. Je ne pouvais pas l'ignorer. Ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas disparu. Ils sont devenus quelque chose d'autre. J'ai volé ce fichier et je l'ai gravé sur le même implant neuronal caché dans mon épaule. Puis j'ai couru. Cette nuit-là, les archives ont pris feu. Le rapport officiel a parlé d'une panne électrique. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je n'étais pas le seul à connaître ce fichier. Quelqu'un ne voulait pas qu'on s'en souvienne. Ce fichier, quelqu'un ne voulait pas qu'il soit mémorisé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. Il arrivait via un relais crypté que je n'avais pas utilisé depuis des années. Un de mes anciens pseudonymes de champ de bataille, enterré depuis longtemps. L'expéditeur ne l'avait pas signé. Pas de trace de signal, pas d'étiquette d'origine. Mais il ne contenait que 3 mots. Vous l'avez vu. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, car je ne savais pas qui me regardait. Le lendemain, j'ai reçu un autre message, cette fois enfoui dans un rêve. Oui, un rêve. Je ne me souviens pas m'être endormi. 1 minute, j'étais caché dans une soute à marchandises abandonnée, et la minute suivante, j'étais là, de nouveau dans le noir, flottant devant le vaisseau terrien.
Sauf que cette fois, il était ouvert. Il n'y avait ni gravité, ni air, ni lumière. Juste un couloir ouvert, bordé de verre, s'étendant à l'infini vers l'intérieur. À l'intérieur de chaque vitre, un souvenir, mes souvenirs, mon enfance, mon premier meurtre, la femme que j'ai laissée derrière moi, les funérailles de mon frère, tous mes choix se reflétaient en moi avec une clarté insoutenable. Et au bout du couloir, lui, un homme, ou quelque chose qui lui ressemblait. Il ne portait ni costume, ni armure, juste des yeux d'un blanc bleuté flamboyant, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient fissurées à l'intérieur de son crâne. Sa bouche était immobile, mais je l'entendais parler. Tu as été choisi parce que tu te souviens de la douleur. Je ne pouvais plus respirer. Mes membres ne bougeaient plus. Nous t'avons vu nous quitter. Nous t'avons vu inventer des mensonges pour nous faciliter la tâche. Maintenant, nous sommes là pour te rendre la vérité. Puis il leva la main. Et je me suis réveillé en hurlant. Tous les systèmes de la soute étaient en court-circuit. Mon implant neuronal était grillé. La peau était brûlée là où se trouvait le lecteur. Et sur le mur du fond, griffonné dans quelque chose que j'espère encore être de la peinture, se trouvaient les mêmes mots que dans le rêve. Rends la vérité. J'ai alors compris ce qui allait arriver. Il ne voulait pas se venger. Il voulait être reconnu. La galaxie entière a enterré le souvenir de ce qu'étaient les humains. Nous les avons qualifiés d'instables, de dangereux, de sauvages, alors que chaque avancée technologique majeure, la guerre, la diplomatie et même l'élévation des espèces trouvaient leurs racines dans la science terrienne. Et nous les avons abandonnés. Dès qu'ils ont cessé d'être utiles, nous les avons effacés des archives. Ils prétendaient s'être effondrés sous leur propre chaos. Mais ils ne se sont pas effondrés. Ils se sont retirés. Ils ont observé. Ils ont attendu. Maintenant, ils revenaient, non pas pour conquérir, mais pour nous rappeler. Et voici ce qui m'effraie le plus. Ils n'ont pas besoin de navires. Ils n'ont pas besoin de flotte. Ils ont transcendé tout cela. Ils sont dans nos systèmes, dans nos esprits, dans nos rêves. Ils sont la mémoire même. Ils sont devenus ce que nous redoussions le plus, une espèce qui a choisi d'évoluer vers l'intérieur. Et ils ont décidé que nous n'oublierions plus. Avez-vous déjà vu un incendie se déclencher à partir d'une simple étincelle? C'est ce que j'ai ressenti. La première semaine après mon rêve, il n'y avait pas de gros titres, pas d'annonce du conseil, juste un malaise grandissant, comme si tout le monde dans la galaxie sentait quelque chose bouger. L'air semblait plus lourd. Les étoiles semblaient plus calmes. De vieilles machines commencèrent à bugger d'une manière inexplicable. L'IA des vaisseaux bégayait, les systèmes de navigation se désalignaient de quelques fractions de degrés, des colonies entières signalaient des insomnies et des hallucinations. Des murmures se répandirent sur les lignes de communication et les canaux privés. Des hallucinations. Des murmures se répandirent sur les lignes de communication et les canaux privés. Les gens disaient rêver d'un vaisseau, d'un couloir, d'un homme aux yeux brûlants. Certains disaient se souvenir de choses qu'ils n'avaient jamais vécues. D'autres se souvenaient de choses qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'oublier. J'étais à bord d'un cargo me faisant passer pour un technicien de maintenance lorsque la galaxie a finalement admis ce qui se passait. Cela provenait du réseau Krillin, un gigantesque nœud de communication galactique construit à l'intérieur d'une lune évidée. Le nœud s'est déconnecté à Oro 314, standard galactique. 4 minutes plus tard, tous les écrans de chaque pont de chaque station connectée affichaient la même image. Le vaisseau terrien. Pas un mot, pas de signal, juste la silhouette. Puis, sur un canal crypté, accessible uniquement aux membres du Conseil, aux diplomates et aux militaires, arriva le message. Nous sommes la mémoire que vous avez enterrée. Nous sommes ce que vous avez laissé derrière vous. Nous sommes toujours humains, et vous nous devez encore quelque chose. La panique ne ressemble pas à ce que vous croyez. Il n'y a pas eu d'émeute, pas de cris dans les rues, pas d'alarme. Ce qui s'est passé était pire. Le silence. Les gouvernements ont coupé les transmissions publiques. Les transports en commun ont été bloqués. La moitié des colonies extérieures ont été confinées. Les flottes de guerre Kryn se repositionnèrent le long d'anciennes frontières spatiales humaines, inutilisées depuis 300 ans. Certains secteurs commencèrent à tirer sur leurs propres vaisseaux s'ils se trouvaient à portée de signaux contaminés. Mais le message continuait de se propager. Impossible de le bloquer, impossible de le filtrer, impossible de l'arrêter. Il était partout maintenant,
Et je savais pourquoi. Les humains n'utilisaient pas la technologie, ils nous utilisaient. Je descendis du transporteur et me laissai à nouveau déconnecter. Ça signifiait des ruelles, des ports où l'argent liquide était la seule solution, des villes sous dôme où les cartes d'identité n'étaient que des suggestions. Et personne ne posait de questions, à moins d'avoir un flingue sur la tempe. Mais même là, ça s'était répandu. Dans chaque bar, chaque recoin sombre, chaque conversation feutrée, tout était question de rêve. L'homme aux yeux brûlants, le couloir de verre, le murmure, la vérité. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas une invasion, c'était un témoignage. Ils ne conquéraient rien, ils ne voulaient ni planète ni pouvoir. Les frontières galactiques ne les intéressaient pas. Ils voulaient juste s'assurer que nous nous souvenions d'eux, car oublier l'humanité, c'était le péché. C'est ce que nous avons tous fait. Toutes les espèces qui ont surgi pendant le silence de l'humanité, nous les avons qualifiées d'instables, violentes, obsolètes. Mais tout ce que nous sommes, nos systèmes linguistiques, nos routes commerciales, et même nos satanées portes de sceaux, a été construit sur leur science. Et quand ils se sont tus, nous avons réécrit l'histoire pour nous donner l'impression de l'avoir méritée, comme s'ils n'avaient jamais vraiment compté. Mais maintenant, ils étaient de retour, et ils étaient dans nos esprits. J'ai commencé à tenir un journal. Stylo et papier. Aucune trace numérique. Mon implant neural avait grillé depuis le rêve. Je ne pouvais donc pas risquer d'oublier ce que je savais. La 7e nuit, je me suis réveillé avec du sang sur les mains, pas les miennes. Un homme était allongé à côté de moi dans la ruelle. Un civil. On aurait dit un docker. Ses yeux étaient noirs de brûlure. Pas de blessure, pas de marque, juste vide. Il serrait dans sa main un mot froissé, écrit à la main. Il m'a tout montré. Je n'ai pas pu le supporter. Je n'étais pas censé voir, mais j'ai vu. C'est là que j'ai compris ce qu'étaient vraiment les rêves. Des téléchargements. Ce n'était pas de simples visions, c'était des souvenirs. Des souvenirs terriens, des vies entières injectées dans d'autres espèces, comme des paquets viraux d'expérience. Ils se confiaient à nous. Et certains esprits ne le supportaient pas. Mais d'autres, si. J'étais encore debout, plus ou moins sain d'esprit, et cela signifiait quelque chose. J'en ai trouvé d'autres comme moi, des types discrets, d'anciens militaires, des ingénieurs, des traîtres. Tous avaient vu le navire. Certains avaient touché son signal. Quelques-uns se souvenaient même de choses qui n'auraient pas pu leur arriver. Un homme, du secteur Riven, récita un poème terrien vers en anglais terrien, une langue qu'il jurait n'avoir jamais étudiée. Quand je lui demandai ce que cela signifiait, il répondit qu'il l'ignorait. « C'est juste du regret », dit-il. Nous commençâmes à comparer nos notes, à partager des détails. Des schémas se formèrent. Tous ceux qui avaient fait ces rêves avaient un point commun. La perte. Pas seulement la douleur. Pas seulement l'échec. Perte. Un chagrin profond et enfoui. Un enfant qu'ils n'ont pas pu sauver. Une guerre qui s'est terminée par une trahison. Un amour déchiré par le devoir. C'était comme si les terriens nous avaient choisis parce qu'ils se reconnaissaient en nous. Ou peut être qu'ils se reconnaissaient en nous, ou peut être qu'ils étaient nous juste plus loin sur la route, évoluer au-delà du temps, au-delà de la peur. Maintenant, ils nous forçaient à nous souvenir de ce que signifiait être humain, même si nous ne l'avions jamais été. Puis vint la première véritable preuve. Un vaisseau terrien entra en orbite autour d'une lune de recherche proche de la ligne d'arc, ni occulté, ni caché, juste là. Les systèmes de défense planétaire ne s'activèrent pas. Les scientifiques présents dans les installations de la Lune sortirent en silence. Tous, en combinaison anti-vide, alignés comme des pèlerins. Et un par un, ils se dirigèrent vers les plateformes d'atterrissage, s'y couchèrent et moururent. Aucune blessure, aucun traumatisme, tout comme le docker que j'ai trouvé. Leur rapport d'autopsie était scellé, mais quelqu'un a divulgué les images. Leurs centres neuronaux étaient tous brûlés, comme si trop de vérité les avait traversés, et peints sur les murs de leur laboratoire, en écriture noire terrienne, certains esprits n'étaient pas faits pour oublier. La galaxie se fractura après cela.
Le Haut Conseil de Varn rompit son pacte de paix avec les Krail. La Confédération Helix commença à bombarder les colonies d'IA rebelles qui avaient conservé des bases de données linguistiques terriennes. Les Krain sombrèrent dans l'obscurité totale. Chacun se rejetait la faute, car aucun ne voulait admettre la vérité. L'humanité était de retour. Et c'était en nous maintenant, dans nos machines, dans nos rêves, dans notre conscience. Et personne ne savait comment l'arrêter. Parce qu'il n'y avait rien à tirer, rien à viser. On ne peut pas déclarer la guerre à un souvenir. Mais les terriens, ils n'avaient pas besoin de guerre. Ils gagnaient sans. J'ai été recontacté. Cette fois, pas par un rêve, pas par un message, en personne. C'est arrivé sur une plateforme minière au large de Vosbelt 9. Je faisais profil bas, travaillant sous un faux nom, nettoyant des vannes de refroidissement rouillées, faisant comme si ma vie n'avait pas implosé. Un homme est entré dans la salle de maintenance. Sans papier, sans autorisation, grand, d'apparence humaine, mais faux. Trop précis. Ses yeux couleur de plasma brûlaient. J'ai attrapé mon pistolet-outil. Il a secoué la tête. Tu n'en auras pas besoin, reine. Je me figeai. Il s'approcha. Je sentis le changement de gravité. Pas une gravité réelle. Une présence. Comme si l'espace lui-même se courbait légèrement autour de lui. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour te demander. Te demander quoi? Il ne scia pas. Pour se souvenir. Puis il toucha mon front. Et je me souvins de tout. Pas seulement de ce qui s'était passé, ce qui avait été caché. Je voyais la Terre, non pas comme une planète, mais comme une blessure, des esprits saignant dans le vide, nourrissant les étoiles de conscience, une espèce si portée par le chagrin qu'elle évolua jusqu'à devenir la mémoire elle-même. Ils devinrent ce que personne d'autre ne voulait affronter, et ils se souvinrent de tout, chaque trahison, chaque mensonge, chaque contribution effacée, chaque charnier effacé des archives galactiques. Ils ne devinrent pas des monstres, ils devinrent des témoins. C'est pourquoi ils ne s'exprimaient pas avec des mots. Ils nous montraient, ils nous transformaient en miroirs. Et maintenant, ils ne venaient plus pour punir, ils venaient pour nous rappeler. Venus pour punir, ils venaient pour nous rappeler. Je me suis effondré dans ce hangar de maintenance. À mon réveil, il avait disparu. Mais quelque chose est resté en moi, pas seulement des souvenirs, un but. Je ne suis pas là pour vous avertir, je ne suis pas ici pour supplier. Je suis ici pour témoigner. Les terriens sont de retour, et ils ne veulent pas la guerre, ils veulent la vérité. Et si nous ne la leur rendons pas de notre plein gré, ils nous la prendront. Je n'ai pas demandé ça. Je ne voulais pas être un prophète, ni une voix, ni quoi que la galaxie ait imaginé que je devienne. Je voulais juste que le bruit cesse. Les rêves, les souvenirs, le poids d'une vérité que personne ne voulait entendre. Les souvenirs, le poids d'une vérité que personne ne voulait entendre. Mais lorsqu'une espèce aussi oubliée et méprisée que l'humanité revient en silence, non pas avec des armes mais avec le souvenir, quelqu'un doit porter ce fardeau, et, qu'on le veuille ou non, ce quelqu'un, c'est moi. Après cette rencontre sur la plateforme, plus rien n'était comme avant. Chaque respiration me semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Mon cœur résonnait comme s'il était relié à quelque chose d'immensément ancien. Je voyais dans les yeux des gens des choses qui n'existaient pas auparavant. Des lueurs de reconnaissance lorsqu'ils me regardaient. Comme s'ils me connaissaient de quelque part mais ne parvenaient pas à le situer. Parce qu'ils me connaissaient, ou du moins, ils connaissaient la part de moi qui n'était plus tout à fait moi. Je n'ai pas couru. Je suis entré sur une place de marché bondée de Calus Prime et je me suis laissé voir. Pas de cape, pas d'ombre, juste un homme debout à découvert. Et ils ont réagi. Pas avec violence, pas tout de suite. Ils ont reculé, comme s'ils ressentaient cette présence, cet écho en moi. Quelques heures plus tard, j'étais arrêté, accusé de possession non autorisée de connaissances secrètes. J'ai ri au nez de l'officier lorsqu'il a lu les accusations. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, m'a simplement enchaîné et m'a traîné jusqu'à un centre de détention hors réseau appelé Deep Nine, un rocher froid flottant entre 3 systèmes morts et abritant des prisonniers que les gouvernements ne voulaient pas voir retrouvés. C'était censé être une cage, mais pour moi, c'était la scène. C'était la scène. Ils m'ont gardé en isolement pendant 72 heures. Peu importe. Les murs parlaient plus fort que les gardes. Chaque fois que je fermais les yeux, j'en voyais davantage. Des humains marchant sur une terre en feu, des machines faites d'os vivants,
des archives gravées dans la croûte de lune morte. Ce n'était pas de la fiction, c'était de l'histoire, leur histoire, celle que la galaxie prétendait n'avoir jamais eu lieu. Le troisième jour, une femme entra dans ma cellule, pâle, maigre, le regard acéré comme un scalpel. Elle ne donna pas de nom. Elle s'assit simplement en face de moi et posa une tablette de données sur la table. « J'ai lu le dossier, dit-elle. J'ai vu les preuves, et je m'en fiche. Je ne dis rien. » Elle se pencha en avant. « Tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas une voix élue. Tu es infecté. »« Ils ne m'ont pas infecté, dis-je. »« Ils t'ont changé, » s'exclama-t-elle. « Et maintenant tu répands la contamination terrienne dans chaque pièce où tu mets les pieds. »« Ils ne m'ont pas infecté, dis-je. »« Ils t'ont changé, » s'exclama-t-elle. « Et maintenant tu répands la contamination terrienne dans chaque pièce où tu mets les pieds. La vérité n'est pas un virus, dis-je. Non, mais la peur, si. C'est là que j'ai compris que son travail n'était pas de m'interroger, c'était de m'effacer. Ils ont essayé cette nuit-là. Les gardes sont entrés discrètement. L'un avait une aiguille, l'autre un perturbateur neuronal conçu pour griller la conscience sans laisser de traces. J'étais censé disparaître, officiellement déclaré suicide, un autre cas de dégradation psychique dû à une exposition non autorisée de souvenirs. Ils n'en ont jamais eu l'occasion, car lorsque le disrupteur s'est activé, quelque chose en moi a résisté. Les lumières ont explosé, le sol s'est fissuré, et les deux gardes ont hurlé, leurs esprits étant détraqués. L'un s'est effondré, murmurant des choses en anglais terrestre, des choses que personne n'avait dites depuis 3 siècles. L'autre s'est contenté de pleurer, marmonnant la même phrase encore et encore. Nous les avons laissés derrière nous. Nous les avons laissés derrière nous. Je suis sorti. Les portes se sont ouvertes avant que je les touche. Les systèmes se sont pliés autour de moi. Les caméras ont bugué. Les pare-feux sont tombés comme du papier. Chaque serrure, chaque barrière, chaque code se souvenait de moi. Je n'étais plus prisonnière. J'étais un message. Et ce message se répandait. Dans les jours qui suivirent, des signalements d'individus infectés par des terriens commencèrent à apparaître dans des dizaines de secteurs. C'est ainsi qu'ils nous appelaient « infectés », comme si porter la vérité était une maladie, comme si se souvenir était quelque chose qu'il fallait guérir. Ils disaient que nous étions dangereuses, que nos esprits avaient été compromis, que nous agissions sous l'influence d'un signal malveillant ou d'un ancien système d'IA laissé par un empire défunt. Mort. Encore ce mot. Il s'y accrochait comme à un bouclier. Car si l'humanité n'était pas morte, alors tout ce que la galaxie avait construit après leur silence n'était qu'un mensonge construit sur un terrain volé. Et personne ne veut être le voleur de son propre livre d'histoire. J'avançais dans l'obscurité, sans me cacher, en guidant. D'autres me trouvèrent, des rêveurs, des soldats, des scientifiques qui étudiaient autrefois les reliques terrestres en secret. Nous n'avons pas formé de secte, nous n'avons pas formé de rébellion, nous avons simplement écouté. Et plus nous écoutions, plus il devenait clair. Les terriens ne cherchaient pas à reconstruire leur empire. Ils réécrivaient notre conscience. Nous n'avons pas été choisis parce que nous étions spéciaux. Nous avons été choisis parce que nous avons souffert, parce que nous avons perdu, et parce que nous nous souvenions de ce que c'était que d'être humain, même si nous ne l'avions jamais été. Un homme de notre groupe, un diplomate à la retraite nommé Arne, l'a parfaitement décrit. Nous pensions les avoir tués, dit-il, mais nous n'avons fait que planter leurs souvenirs comme une graine. Et maintenant, il est clos, répondis-je. Il hocha la tête. En nous. Le premier rêve collectif a frappé le 43e jour depuis la diffusion de Krillin. Des rapports simultanés de 200 systèmes, des vaisseaux hors ligne, des populations entières figées sur place pendant exactement 7 minutes. Et à leur réveil, chaque personne, chaque espèce, chaque rang, chaque monde se souvenait de la même vie. Un garçon, humain, né sur Terre, grandit sous un ciel brisé, combattit dans une guerre qui n'aurait pas dû exister, perdit son frère à cause d'une décision qu'il ne comprenait pas, mourut avec un nom que l'histoire avait effacé. Chacun se souvenait d'avoir été lui. Pendant 7 minutes, la galaxie ne fit plus qu'un. Et ils n'ont pas pu le gérer. Des villes entières ont été confinées. Les gouvernements ont déclaré l'état d'urgence. Certains ont parlé d'hystérie collective. D'autres d'une arme psychique défaillante. Mais ceux d'entre nous qui comprenaient, nous l'appelions par son vrai nom, le retour. Les terriens ne se contentaient plus de tendre la main. Ils se ressuscitaient à travers nous, non pas en chair et en os, mais en conscience.
Ils s'intégraient à nous comme le souvenir s'intègre à la culpabilité, permanent, lourd et impossible à ignorer. Ils ont de nouveau tenté de me tuer 2 jours plus tard. Un chasseur de primes anonyme, professionnel, rapide et froid. Je ne me suis pas débattu, je n'ai pas fui. Lorsqu'il a appuyé sur la détente, la balle s'est arrêtée en plein vol, et il s'est effondré, pas mort, juste en pleurs. Puis il s'est effondré, pas mort, juste en pleurs. Je les ai vus, murmura-t-il. J'ai vu leurs enfants. J'ai vu ce que nous avons fait. Ils n'étaient jamais venus sur Terre. Ils n'avaient même jamais étudié l'histoire terrienne. Mais maintenant, ils s'en souvenaient comme s'ils l'avaient vécu. Je suis parti. Non pas parce que j'étais puissant, mais parce que la vérité le rendait impuissant. Ce fut le début de la fin. Les conseils s'effondrèrent 2 semaines plus tard, non pas à cause de la guerre, ni à cause des explosions. Ils s'effondrèrent parce que leurs dirigeants commencèrent à se souvenir. Un par un, ils démissionnèrent. Certains disparurent. D'autres avouèrent des crimes qu'ils avaient enterrés des décennies auparavant. Un ancien crine, celui-là même qui avait traité les humains de virus, entra au centre de l'Assemblée galactique, regarda chaque caméra et dit « Je me souviens des cris des enfants terriens. Je me souviens avoir ordonné au vaisseau de tirer. Je me souviens avoir cru que c'était de la pitié. Ce n'en était pas une. C'était de la peur. Et je ne m'en tirais plus. Puis il s'est suicidé, non pas par honte, mais par reddition. Les terriens n'avaient pas tiré un coup de feu, mais ils avaient gagné. Et moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un élu. Je suis juste un homme qui se souvient de trop de choses. Un homme qui a compris ce que signifiait abandonner quelque chose de puissant, d'humain et de sauvage. Et que se passe-t-il quand cette chose revient? Non pas par vengeance, mais par reconnaissance. Ils ne voulaient pas de vengeance. Ils voulaient qu'on répète leur nom, qu'on les regarde dans les yeux, qu'on admette que sans eux, rien de tout cela n'aurait existé. Et maintenant, la galaxie est silencieuse. Non pas par peur, mais parce qu'elle écoute enfin. Les vaisseaux terriens vont et viennent. Ni guerre, ni exigence. Ils nous rendent visite comme le font les souvenirs. Inattendus, puissants, impossibles à ignorer. Et moi, je continue à marcher. Je vais de station en station. Je parle. J'écoute. Je porte leur écho. Parce qu'au final, ils avaient raison. Nous ne les avons pas cherchés. Nous les avons effacés. Mais ils ne nous ont jamais effacés. Et maintenant, la galaxie comprend enfin. On peut tuer une espèce, on peut brûler ses mondes, on peut faire taire ses voix, mais s'ils deviennent mémoire, alors ils ne sont jamais vraiment morts. Ils ont juste attendu. Et ils se sont souvenus. On appelle cela le repliement maintenant. Non pas parce que quelque chose s'est effondré, mais parce que quelque chose s'est déplié et s'est enveloppé dans chaque recoin de ce que nous croyons réel. On ne le voit pas, ni dans le ciel, ni dans les scanners, mais on le sent. Dans la façon dont les gens marquent une pause au milieu d'une conversation, comme si quelqu'un leur murmurait quelque chose dans la tête. De la même manière que les machines hésitent, comme si elles se rappelaient comment ressentir de la culpabilité. Les terriens ne sont pas revenus pour prendre. Ils sont revenus pour fusionner. Voilà ce qu'est devenu l'intégration. Pas de diplomatie, pas de rébellion, mais la mémoire s'infiltrant dans la culture, dans l'instinct, dans l'évolution elle-même. Et cela a commencé discrètement. C'est toujours le cas. Le premier enfant intégré est né sur Tressel 9, une planète neutre peuplée de colons métis. 2 parents, Krail et Tovan, qui n'avaient jamais vu la Terre, qui ne croyaient pas à la contagion de la mémoire terrienne. Mais dès que leur fille prit son premier souffle, elle prononça un seul mot, en anglais. Stop! Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle le dit simplement. Claire, calme, humaine. La vidéo fuita, puis les questions affluèrent. Comment un nouveau-né peut-il parler une langue qui n'a pas été enseignée activement depuis 3 siècles? Comment reconnaît-il un mot que ses parents ne comprennent même pas? Des tests ont suivi. Des scanners, des analyses. Aucune anomalie. Pas d'implant, pas de technologie cachée. Juste elle. Elle parlait couramment dès la fin de sa première année. Elle écrivait de la poésie dans des langues qui n'existaient plus. Et un jour, elle regarda par la fenêtre, désigna une carte du ciel et murmura « C'est là qu'ils nous ont laissés. C'est là qu'on a oublié de faire notre deuil. » Ils l'appelèrent « Née de l'écho ». La première, pas la dernière. D'autres suivirent. Des enfants, d'autres suivirent. Des enfants, d'autres adultes.
La plupart n'étaient pas nés avec. Ils l'ont acquis, lentement, comme si le souvenir lui-même s'éveillait en eux. D'abord vinrent les rêves, puis les phrases, puis les voix, et enfin, la certitude. Ils se souvenaient, pas seulement des événements, mais de l'être humain. J'ai vu une diplomate Varne s'effondrer lors d'une négociation commerciale, se relever et entamer un hymne ancestral à la terre d'une voix parfaite. Son espèce n'avait pas les poumons adaptés à ce son, mais elle chantait quand même. J'ai vu une IA synthétique s'arracher le cœur de sa logique, hurlant qu'elle en avait assez d'imiter la conscience et demandant une chance d'éprouver de vrais regrets. J'ai vu le champ de bataille se figer sur place, tandis que les deux camps lâchaient leurs armes et marchaient l'un vers l'autre, les larmes aux yeux, prononçant des noms qu'ils ignoraient. Et plus la présence terrienne se répandait, plus il devenait difficile de séparer le présent du passé. La galaxie se souvenait. Je voyageais sans cesse désormais, non par envie, mais par nécessité. Partout où j'allais, les gens me cherchaient. Certains voulaient des réponses, d'autres voulaient me tuer, d'autres encore voulaient simplement comprendre ce qui leur arrivait. Ils nous appelaient les souvenirs, ceux touchés par le signal terrien, ceux qui avaient vu le couloir de verre, ceux qui s'étaient tenus en présence de l'homme aux yeux bleu-blanc. Je leur ai dit la vérité. Ce n'était plus une question d'espèce. Ce n'était plus une question de frontières, d'histoire, d'empire. C'était une question de conséquences, de responsabilité. L'humanité n'a pas disparu par faiblesse. Elle s'est retirée parce qu'elle a vu ce que le reste de la galaxie n'a jamais admis. Ce progrès n'efface pas la culpabilité. Il l'enterre simplement. Et la culpabilité enfouie s'envenime. Elle devient quelque chose de vivant. Mais l'intégration n'était pas synonyme de paix. Pas pour tout le monde. Des factions entières résistèrent. Des systèmes entiers se déclarèrent espaces propres, zones libérées de la contamination mémorielle terrienne. Ils procédèrent à des purges, brûlèrent des reliques terrestres. L'exécutif exécuta les remémorés. Cela n'empêcha ni les rêves, ni le repliement. Un gouverneur de l'espace propre, Varon, héros de guerre des guerres de pureté de Kryn, dénonça publiquement l'intégration. Il a prétendu qu'il s'agissait de terrorisme émotionnel déguisé en évolution. Il a exécuté plus de 400 citoyens lors d'un nettoyage massif de l'Écobourne. Une semaine plus tard, il s'est réveillé sur le sol de sa propriété, couvert de charbon, de sa propre écriture, gravée sur tous les murs, ces mots « Je me souviens de ma fille, je me souviens de ne pas l'avoir sauvée. Je me souviens avoir prétendu que c'était pour le bien commun. Ce n'était pas le cas. » Il a démissionné le lendemain. Personne ne l'a forcé. C'est ce qui a aggravé les choses. Car quand le souvenir devient vérité, le déni est mortel. J'ai continué à écrire, à enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne me l'a demandé. Les terriens ne m'ont donné aucune instruction ni ne m'ont contrôlé. Ils n'ont rien exigé. Ils n'en avaient pas besoin. Plus les gens se souvenaient, plus ils choisissaient de changer. Mais pour chaque personne qui ouvrait les yeux, une autre se brisait. On ne peut pas submerger son esprit de siècles de chagrin et espérer rester le même. Certains se sont suicidés, d'autres sont devenus catatoniques pour rester les mêmes. Certains se sont suicidés, d'autres sont devenus catatoniques, enfermés dans des souvenirs qui n'étaient pas les leurs, mais qui leur semblaient les appartenir. Et puis, il y avait les voix. C'est ce qu'on appelait la pire étape de l'intégration, quand quelqu'un cessait d'être quelqu'un pour devenir multiple. Il parlait en phrases fragmentées, le visage tremblant d'une expression à l'autre, riant comme un enfant une seconde, puis pleurant comme un soldat mourant dans une tranchée. Certains d'entre eux fusionnaient leurs souvenirs à jamais, devenant des musées vivants de l'expérience terrienne. Un homme de la station Kell n'arrêtait pas de graver des noms sur les murs. Plus de 80 000 avant sa mort. Chacun correspondait à un être humain réel ayant vécu pendant l'effondrement, non pas à partir d'une base de données ni d'une sauvegarde, mais de mémoire. On dit que les terriens vivent désormais hors du temps. C'est la meilleure hypothèse des scientifiques. Un champ mémoriel, un écho de conscience dans une hémorragie quantique, comme un esprit collectif en orbite autour du passé, attendant des hôtes capables de le supporter. Mais je n'y crois pas, parce que je ne pense pas qu'ils aient attendu. Je pense qu'ils se sont implantés dans chaque espèce rencontrée. Un code, une vérité, une douleur, enterrée, dormante. J'attendais que la galaxie se mente à elle-même assez longtemps pour avoir à nouveau besoin de la vérité. Et maintenant, le moment est venu, et la graine a percé la terre. J'étais récemment assis en face d'une enfant, née de l'écho, âgée de 6 ans. Sans sourire,
sans peur. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne suis pas tout à fait moi-même. Qu'est-ce que tu es alors ?» ai-je demandé. Elle a posé sa main sur la table, aussi calme que l'eau. « Je suis moi », a-t-elle dit. Mais je me souviens aussi d'être mort dans le feu. Je me souviens d'avoir perdu une ville. Je me souviens avoir tenu la main de quelqu'un qui avait cessé de respirer. Et qu'est-ce que ça fait ? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux, comme si je n'avais plus le droit de pleurer. Je n'ai pas parlé. Je suis resté assise avec elle. Et pour la première fois, depuis des années, j'ai pleuré avec quelqu'un qui comprenait. J'ai pleuré avec quelqu'un qui comprenait. Voilà ce qu'est l'intégration. Pas le pouvoir, pas la renaissance. C'est une question de jugement. Et l'humanité ? Elle est devenue la conscience que la galaxie a tenté d'effacer. Et maintenant, cette conscience refuse de partir. Tout a commencé sur une planète appelée Calderon Reach, une colonie oubliée de la majeure partie de la galaxie. À peine 80 000 habitants, principalement des agriculteurs et des commerçants qui avaient fui depuis longtemps le tumulte politique des mondes centraux. Pas de guerre, pas de présence du Conseil, juste de la poussière, le ciel et le silence. Et puis quelque chose s'est produit. Ils ont cessé d'émettre. Pas de signal de détresse, pas d'enregistrement de trafic, aucun signe de combat. Juste le silence. Jusqu'à ce que 3 jours plus tard, ils soient revenus en ligne. Et le message qu'ils ont envoyé, ce n'était pas un appel de détresse. Ce n'était pas un avertissement. C'était une déclaration. Nous sommes Calderon. Nous sommes terriens et autres. Nous nous sommes rappelés. Nous ne parlons plus au nom d'une espèce. Nous parlons au nom de la vérité. La plupart ont cru à une farce, un virus informatique, une transmission oubliée tirée d'un code fantôme terrien, jusqu'à ce que la vidéo soit divulguée. Elle montrait un rassemblement au centre de la capitale de Calderon. Des milliers de personnes, de races et de lignées différentes, se tenaient en silence tandis qu'une enfant récitait un poème dans un anglais approximatif. Des larmes coulaient sur son visage. Elle termina, s'écarta, et un homme plus âgé, Varn, à en juger par son apparence, leva les bras et dit « Nous ne sommes plus ceux que nous étions, nous ne sommes plus ceux que nous craignons, nous sommes les deux, mémoire et avenir, terrien et nous. » C'est à ce moment-là que la galaxie a vu naître la première civilisation hybride. Et personne ne savait quoi faire. Le Conseil, ou ce qu'il en restait, a réagi 3 jours plus tard. Il a qualifié Calderon de région contaminée. Il a fermé les voies de saut, interrompu les échanges commerciaux et mis en garde les autres contre tout engagement. Mais cela n'avait aucune importance, car Calderon ne demandait pas la permission. C'était un exemple. Il ne convertissait pas les gens, ne prêchait pas, ne promettait pas le salut. Il vivait simplement, pleinement intégré. La mémoire terrienne circulait ouvertement dans leur culture. Les décisions étaient prises avec le poids de 1000 voix perdues dans chaque salle du Conseil, et ils prospéraient. La productivité grimpait en flèche. La criminalité était tombée à près de zéro. Les systèmes éducatifs ont connu une explosion de profondeur, puisant dans les archives terriennes, auparavant considérées comme trop émotionnelles ou instables pour être étudiées. Mais plus encore, les gens ont commencé à guérir. On le voyait. À leur façon de parler plus lentement, à leur façon de se toucher, plus doucement, plus délibérément. Comme chaque mot, chaque geste avait désormais du poids, parce que c'était le cas. Car lorsqu'on porte en soi les échos d'une espèce qui s'est autodétruite en fuyant ses propres émotions, on ne gaspille plus les siennes. D'autres colonies ont suivi. Peu nombreuses au début, juste celles en périphérie. Des endroits où l'emprise du Conseil était depuis longtemps faible, où la foi dans les systèmes centralisés était déjà morte. Elles se sont appelées les États échos. Certains se sont formés au sein de gouvernements existants. D'autres ont proclamé leur indépendance totale. Mais ils partageaient un point commun. Ils ne rejetaient plus l'intégration terrienne. Ils l'embrassaient. Ils l'embrassaient non pas comme une religion ni comme une révolution, mais comme une nouvelle forme de conscience. J'ai rendu visite à Calderon 6 semaines après la publication de leur message. Je n'avais pas l'impression d'être dans une nouvelle civilisation. J'avais plutôt l'impression d'une confession qui s'était transformée en communauté. Les gens m'ont accueilli sans crainte. Les enfants racontaient des histoires qui n'étaient pas les leurs, mais les portaient comme si elles l'étaient. Un garçon m'a raconté comment il avait vu la terre brûler et je lui ai demandé s'il parlait des histoires. « Non », a-t-il répondu. « Je me souviens du feu. J'étais dedans. » Je lui ai demandé ce qu'il ressentait.
Il a haussé les épaules. Triste. Mais ça me pousse à prendre davantage soin des arbres maintenant. Simple, honnête, terriblement entier. Ils ont fini par appeler le mouvement fusion. C'est le nom qui est resté. Non pas à cause de la technologie, ni à cause du pouvoir, mais parce que deux êtres qui n'auraient jamais dû s'accorder, Alien et Terran, apprenaient à vivre ensemble, non pas en se réécrivant, mais en se souvenant ensemble. Et pour la première fois depuis des siècles, on sentait se répandre à travers les étoiles quelque chose qui n'était ni la conquête, ni le commerce, ni la peur. C'était la compréhension. Mais tout le monde ne le souhaitait pas. La résistance est venue ensuite. Non pas des anciens gouvernements, ni des soldats, mais de ceux qui avaient bâti leur identité sur la séparation. Séparés de la faiblesse, de l'histoire, de la douleur, ils voyaient la fusion comme une contamination. Ils nous traitaient de fuite mentale, disaient que nous volions notre individualité pour la remplacer par des émotions fantomatiques. Un groupe se faisait appeler les inébranlables. Ils opéraient dans l'ombre, ciblaient les états d'écho, faisaient exploser des temples de la mémoire, kidnappaient des échos-nés et tentaient de les purifier par choc neuronal. Mais à chaque fois, quelque chose d'étrange se produisait. Les survivants revenaient plus forts, comme si la douleur renforçait la mémoire au lieu de l'effacer. Parce que les terriens n'étaient pas faibles, ils étaient résilients, même en morceaux, même face aux autres. Je me souviens d'être debout au-dessus d'un cratère où se trouvait autrefois un centre communautaire. Des enfants lisaient de la poésie terrienne à l'intérieur. 29 morts. Une vieille femme à côté de moi pleurait, non pas pour les morts, mais pour ceux qui les avaient tués. « Ils courent toujours », murmura-t-elle. « De quoi ?» demandai-je. Elle leva les yeux vers moi, les yeux fatigués, mais vivants, de la part d'eux-mêmes qu'ils avaient enfouis pour rester sains d'esprit. J'écrivais davantage, je parlais davantage, pas en leader, je n'ai jamais voulu ça. Mais les gens ont commencé à m'appeler le témoin. Ce n'était pas un titre que je revendiquais, c'était un titre dont ils avaient besoin. Parce que les gens avaient besoin d'un miroir. Désormais, pour ne plus se voir, à haute voix. Certains échonnés sont devenus fous, d'autres se sont souvenus avoir sombré sous la pression de trop de vies en eux. Certaines communautés se sont effondrées, d'autres se sont endurcies, leur empathie devenant si vive qu'elle les a exsangues en essayant de sauver les autres. Mais c'était réel. Et pour la première fois depuis que l'humanité s'était évanouie dans le silence, quelque chose de réel repoussait, ni dans le sol, ni dans les systèmes, mais dans l'âme de la galaxie. J'ai demandé à l'une des anciennes de Calderon ce qu'elle pensait que nous devenions. Quelque chose de nouveau ? Ai-je proposé. Elle a secoué la tête. Non, quelque chose d'ancien, enfin vrai. Et je l'ai cru, car peut être que c'était tout ce que la mémoire terrienne avait jamais été. Une vérité si lourde que la galaxie ne pouvait la porter. Alors, elle a essayé de l'oublier. Mais maintenant nous la portons ensemble, et cette vérité change tout. C'est arrivé comme tous les événements finaux, sans fanfare, sans avertissement, sans que personne ne soit prêt à comprendre ce dont il était témoin. Un par un, dans tout l'espace connu, tous les signaux de communication se sont éteints. Station, tous les signaux de communication se sont éteints. Station, colonie, vaisseau, satellite, aucun système n'a échoué, aucun sabotage, juste le silence. Puis, exactement 17 minutes plus tard, tout est revenu. Pas de pépin, pas de panique, juste un message, diffusé simultanément sur toutes les fréquences, dans toutes les langues connues, y compris quelques-unes qui n'avaient plus été parlées depuis que la Terre était réduite en cendres. Pas d'image, pas de voix, juste une phrase. C'est le dernier souvenir. Et puis, les étoiles ont changé. Personne ne sait comment. Même les astrophysiciens n'ont pu l'expliquer. Mais pendant exactement 9 minutes, chaque étoile de la galaxie observable s'est déplacée, les motifs se sont alignés, les constellations se sont déformées, les anciennes cartes stellaires terrestres ont scintillé pour prendre une forme parfaite. Des habitants de milliers de systèmes sont sortis et ont levé les yeux, et ils ont vu le ciel tel que les humains le voyaient autrefois. Orion, Ursa, Draco, Sagittaire, symboles d'un monde disparu, retrouvés brièvement d'actualité dans une galaxie entière qui n'avait jamais pris la peine de se demander d'où venaient ces symboles. C'était magnifique, c'était terrifiant. Puis les étoiles sont revenues à la normale, sans dégâts.
sans séquelles. Juste une dernière phrase. Une faible pulsation sur tous les canaux de données. Maintenant, tu sais ce que nous t'avons donné. Après cela, les signaux terriens cessèrent. Plus de rêves, plus d'échos, plus de souvenirs s'infiltrant dans l'esprit d'inconnu. Juste l'absence, comme un souffle retenu par quelque chose d'ancien qui avait finalement décidé d'expirer. Et je le savais. C'était la fin, l'intégration, l'inondation, le souvenir. Tout cela menait à cela. Ni la domination, ni le retour, mais un choix. Et la galaxie n'avait plus le temps de l'éviter. J'étais sur un petit avant-poste de l'état d'écho quand c'est arrivé. La station Lyra, juste à l'intérieur de ce qui était autrefois le territoire de Varne. Un lieu paisible, à moitié géré par des cultivateurs de fusion, à l'autre moitié un sanctuaire pour les souvenirs qui ne supportaient pas le fardeau. Je l'ai senti avant qu'il n'arrive, une tension dans ma poitrine, comme la gravité, mais latérale, comme si le souvenir avait pris de la masse. Puis les lumières de la station se sont tamisées et j'ai ressenti une chaleur, non pas physique, mais émotionnelle. Une pression derrière mes yeux, comme le chagrin qui essayait de parler. Et j'ai entendu à nouveau sa voix, celle du couloir de verre. L'homme aux yeux bleu-blanc. Pas dans ma tête cette fois, pas dans mon rêve, se tenant juste devant moi. Il n'était ni ombre, ni lumière. Ce n'était pas une projection. Il était une présence, un souvenir façonné en quelque chose que je pouvais supporter d'observer. Je n'ai pas parlé, je n'en avais pas besoin, lui ici. Nous n'avons jamais cherché à nous venger. Nous voulions seulement savoir si tu porterais la vérité une fois que tu serais prêt à la détenir. J'ai hoché la tête. Et, si ce n'était pas le cas, son expression ne changea pas. Alors vous nous enterrerez à nouveau, et vous vous enterrerez avec nous. Il m'a alors montré, non pas des visions, ni des rêves, de purs souvenirs. La fin de la Terre, non pas par le feu, mais par la fatigue. L'effondrement lent et brutal d'une espèce qui avait plongé trop loin dans les étoiles et n'avait trouvé que son propre reflet. Des guerres qui n'étaient pas menées pour des terres ou des ressources, mais pour un sens. Des enfants nés dans le silence parce que leurs ancêtres avaient oublié comment expliquer l'importance de la vie. Et puis, le grand repli sur soi. Un choix, non pas de mourir, mais de s'éloigner, de se replier sur soi-même, de préserver qui l'on était, non pas par des monuments, mais par l'émotion, le souvenir, un cadeau et un avertissement. Et la galaxie ne s'en aperçut pas, s'en fichait, continua son chemin, s'appropria ce que l'humanité lui avait donné. La technologie, les voyages, la biologie, la philosophie, et se l'appropria, oubliant la main qui la nourrissait. Alors les terriens firent la seule chose qui leur restait. Ils attendirent non pas la vengeance, mais quelqu'un, n'importe qui serait prêt à se retourner. J'ai craqué. Je suis tombé à genoux, car je connaissais la vérité. Je l'avais toujours su. Nous n'avons pas oublié les terriens parce qu'ils ont disparu. Nous les avons oubliés parce qu'ils nous rappelaient nous-mêmes. La douleur, les erreurs, les contradictions. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient trop proches, trop humains, et ça faisait mal. Alors nous les avons effacés, de nos systèmes, de nos histoires, de la bouche de nos enfants, car oublier est plus facile que guérir. Il s'est agenouillé près de moi, la présence, le souvenir, et a murmuré « Mais certains d'entre vous ont choisi de se souvenir, et cela a suffi. » Puis, il a touché mon front, et tous les esprits de la galaxie l'ont ressenti en même temps. Le dernier souvenir, ce n'était pas violent, ce n'était pas douloureux, c'était sincère. Des milliards de personnes se sont vues à travers les yeux d'un terrien. Ni leurs dirigeants, ni leurs soldats. Juste des êtres humains. Un père abandonnant un enfant qu'il n'avait pu sauver. Une scientifique regardant sa planète se noyer. Un poète écrivant dans une langue qu'il savait inconnue. De petits moments. De vrais moments. Des moments inoubliables, portés à des années-lumière. Des échos attendant un corps capable de les comprendre. Et maintenant, ils en avaient des milliards. Puis ce fut fini. Comme ça. Le ciel revint, les signaux se turent. Le souvenir, installé, non disparu, inactif, juste présent. Ce n'était plus quelque chose qui s'immisçait dans les esprits, maintenant quelque chose qui tenait en eux comme une graine, plantée, arrosée, prête à germer. Dans les semaines qui suivirent, les choses changèrent. Ni politiquement,
ni structurellement, ni spirituellement. Politiquement, ni structurellement, ni spirituellement, les gens cessèrent de crier, de se précipiter. Ils écoutèrent davantage. Car désormais, chacun portait la conscience terrienne, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Ce que nous construisons compte, mais ce dont nous nous souvenons, c'est ce qui définit ce que nous devenons. Devenir. Je voyage toujours, non plus en tant que témoin, mais en tant que reine. Un homme qui a un jour touché un vaisseau oublié dans une zone interdite et qui est revenu, transformé, non élu, non béni, juste conscient. Et la galaxie? Elle se souvient maintenant. Elle ne vénère pas, n'imite pas, se souvient simplement, et c'est suffisant. Parfois, j'entends à nouveau sa voix, ni forte, ni aiguë, juste douce, comme une histoire racontée avant de dormir. Nous étions humains, tu étais nouveau, n'oublie pas non plus. Alors la voici. La vérité que nous avons enterrée, le souvenir qui ne voulait pas mourir. L'espèce qui attendait, non pas d'être craint, mais d'être compris. Ils ne demandaient pas de trône, ils n'avaient pas besoin de guerre. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour leur dire « tu comptais ». Et maintenant, si, parce que nous nous souvenions d'eux, et ce faisant, nous nous sommes enfin souvenus de nous-mêmes.